Ça, c'est vraiment enfin, c'est même pas l'original, il était encore plus old school que ça. C'était sur un slip kangourou et tout ça, qui a été fait donc au début des années 80. Il y avait même une version pour book. Ça a été testé sur des books initialement. Donc ça a fait des photos assez cocasses. Voilà, ça c'était le dispositif qui était encore le seul accessible jusqu'à il y a quelques années, où il fallait aller à Toulouse, aller voir le docteur Mieuxet, rentrer dans son protocole d'études. Donc qui rentrait dans le protocole d'études, il y avait des critères, il fallait être en couple, dit stable, selon des critères un peu obscurs, mais en gros il ne voulait pas qu'il y ait d'enfants dans le dos, donc il fallait être en couple stable, monogame, voilà. Et on rentrait dans la cohorte. En 40 ans, il a contracepté environ 500 personnes, quoi. Okay, mais qui ont été suivies sur assez longtemps, donc ça fait énormément de cycles contraceptifs. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a quand même un peu de recul sur la méthode. Donc après, ce qui est apparu, c'est justement le jockstrap. C'est exactement le même principe, hein. Toujours l'anneau pour maintenir, quoi. C'est juste que c'est beaucoup plus facile à faire et en plus aéré, quoi. Pour la petite anecdote, ça vient du monde des drag queens en fait, le jockstrap. C'était pour cacher le paquet, quoi, remonter, et pour que dans les spectacles ça apparaisse pas. Il y a toujours plein de convergences assez drôles en fait autour de ça. Je crois que j'en avais un tout petit peu entendu parler ces 2 dernières années, mais comme un truc que je comprenais pas trop. Il y avait un mec, je sais, qui savait qu'il y en avait un, et je pensais que c'était un objet sexuel. En fait, je n'avais pas trop compris. Je savais que ça existait, mais je comprenais pas trop ce que c'était. Et c'est quand j'ai rencontré Bobby qui m'a présenté sa BD et qui m'a raconté un petit peu toutes les recherches qu'il avait fait. Et là, j'ai commencé à toucher le sujet. Donc c'était assez récemment en fait, c'était il y a 1 an et demi. Je me suis renseigné au début parce que ma copine que je rencontrais à ce moment-là, elle portait pas de contraception, elle avait eu un stérilet, ce qui lui avait pas fait du bien. Elle m'a pas parlé directement de l'anneau thermique, mais elle m'a dit qu'elle avait entendu parler via quelqu'un de quelqu'un qui était contracepté, qui était un homme. Et du coup, voilà, le début de la démarche a été comme ça, vraiment avec Internet, des podcasts et voilà, et les informations que j'ai pu trouver à droite à gauche. Il y a eu pas mal de tentatives comme ça sur le temps long, on va dire. En France, c'est arrivé dans les années 80 avec l'ARDECOM, qui est l'association de recherche et de développement pour la contraception masculine, qui sont des groupes de militants qui sont, avant d'être l'ARDECOM, étaient des groupes de parole d'hommes qui étaient proches du MLF, donc du mouvement de libération des femmes, qui a combattu pour l'avortement et pour le développement de la contraception et voilà, et de l'accès à la liberté à disposer de son propre corps en fait. Voilà. D'où le travail avec des médecins comme le docteur Mieuxet, donc au CHU de Toulouse, qui a inventé le remonte-couille toulousain, donc l'ancêtre du jockstrap qu'on porte et qu'on fabrique dans nos ateliers. Et en gros, il y a eu une grosse pause dans les années SIDA. Et en fait, dans les années 2010, 15-2016, en fait, il y a eu du coup des militants qui se sont dit bon, on va essayer de pérenniser une forme d'atelier qui fasse que ça revienne en fait dans la société civile sur le devant de la scène, la contraception thermique. Et enfin, il y a l'anneau Landro Switch qui est apparu en 2018. Et donc le gros avantage, en fait, c'est que ça se commandait sur Internet et c'était utilisable de tout de suite, quoi. C'est ça qui a fait un peu décoller, hein, forcément, la contraception. Enfin, on en a beaucoup plus parlé parce que c'est passé d'un truc, comme on fait ici, à un truc où tout d'un coup, on pouvait se procurer un dispositif en un clic sur Internet, quoi. L'anneau en silicone contraceptif, il a été développé par Maxime Labrine, qui a créé la société Thorem. Il a commencé à le développer en 2016 et en 2018, il a commencé à les vendre sur Internet, ces anneaux. Il y a eu le croisement de plusieurs phénomènes comme MeToo, justement les scandales des pilules de 3e et 4e génération qui ont marqué la fin des années 2000 et le début des années 2010. Il y a aussi un discours montant dans le féminisme sur plus les notions d'équité, plutôt que de la pure revendication de droit. Et il y a beaucoup de choses qui ont convergé vers du coup la question de qu'est-ce qu'on fait de la contraception du point de vue de l'équité. Et à ce moment-là, quand les gens ont commencé à s'intéresser à ça, il n'y avait pas grand monde qui faisait des choses, à part des gens comme Maxime notamment. Le parti pris de Maxime, c'était de dire si on ne commence pas à en diffuser librement, il n'y aura jamais l'attention médiatique, politique et populaire pour qu'il y ait un mouvement qui commence.
Sachant que la seule différence entre les deux dispositifs, c'est une différence de matériaux. Voilà. Et ça, il y a une étude. Il y en a même plusieurs. Il y a du recul, 40 ans de recul, même si sur des petites cohortes, il faudrait agrandir, etc. Mais la différence, c'est sur le matériau. Donc, il faut faire des études, évidemment, mais la NSM a juste dit non, suspension, on bloque tout, démerdez-vous pour trouver les thunes. Le marquage certification européenne, c'est entre 800 000 et 1,2 million d'euros à peu près. Donc là, c'est en cours de démarchage, etc. Et ils ont tout bloqué en décembre 21, donc en disant c'est pas une interdiction, c'est une suspension de la vente de ça. Voilà. Ça participe aussi de ce qui nous a donné l'impulsion à nous pour monter la coopérative en se disant en fait du coup le maillon manquant de cette chaîne-là, c'est d'avoir une entité qui va chercher la certification. On a déjà des collectifs et plein d'initiatives qui sont là pour sensibiliser, pour parler du problème, pour explorer aussi les limites et les possibles dérives. Ça, c'est pour moi vraiment, ça fait partie du rôle des collectifs. Nous, on n'a pas ce rôle-là, on a juste le rôle d'aller chercher la certification. Parce que quand on parle avec des députés, par exemple, c'est super d'imaginer de faire de la prochaine génération une génération hyper sensibilisée à la contraception dite masculine. Mais s'il n'y a pas de dispositif à se fournir, en fait, ça ne sert à rien. Il y a eu une suspension de vente de cet anneau-là, en fait, qui a déclenché un grand émoi et une conscience du fait que cette méthode est quand même en danger, et donc un regain d'intérêt pour cette méthode, et donc la création de beaucoup de collectifs dont on fait partie, qui ont popé un peu dans toute la France. Pendant longtemps, la contraception, c'est quelque chose qui est resté dans le cadre de l'intime, de la famille. Et en fait, assez récemment, avec le MLF et les autres mouvements, on s'est rendu compte que la contraception, c'était une question politique, publique, une question qui concernait un peu tout le monde. À quel moment on décide qu'un produit est légitime et qu'il est sûr? Qui décide de ces choses-là? Et tous ces critères-là sont extrêmement politiques en fait. Il ne faut vraiment pas penser que la médecine est une science qui est extraite du politique. Il y a un artiste facilement accessible sur Internet, avec un site totalement légal, qui vend des talismans réversibles en honneur à l'anneau. Donc c'est une œuvre d'art, c'est pas du tout un objet contraceptif. Le but n'est absolument pas de se le mettre autour du pénis pour se contracepter, c'est juste un hommage. Et cet objet, il est accessible par contre. Voilà. Dans le même matériau, d'accord. C'est Très semblable. C'est très ressemblant, mais évidemment, il n'y a aucune finalité contraceptive. Donc, Pour la décoration. voilà. Et quand j'ai reçu les slips par la poste, en fait, c'est mon coloc qui les a reçus et qui a cru faire face à des sextoys et qui est arrivé en portant le slip contraceptif dans le salon et puis en me vannant un peu. Et ça a été ça mon premier contact à la contraception masculine. Ça a été d'abord des blagues, très bienveillantes de la part de mes amis, aussi des doutes de mes proches aussi sur mais qu'est-ce que tu es en train de faire, enfin, ça se saurait si la contraception était si facile, fais gaffe, tu vas choper un cancer. Donc moi c'était c'était beaucoup de questions au départ, faire face à des moqueries et des réticences de la part de mes proches, et il a fallu que je l'exprime assez vite. Moi ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai d'abord été voir le docteur Mieuxet. J'étais dans un cadre institutionnel assez rassurant, même s'il y a beaucoup de questions à se poser sur la pratique des médecins aujourd'hui, mais en tout cas, là, j'avais été voir le docteur Mieuxet qui exerçait au CHU à Toulouse, donc ça m'a permis de garder foi dans ce que je faisais et de passer outre un peu toutes les remarques qui m'étaient faites, parce que sinon je me serais arrêté bien avant. Et donc tout ça, j'ai voulu le raconter, et parce que je suis resté assez persuadé que ce que je faisais, c'était pas mal, en tout cas, donc j'ai voulu le raconter. Et la BD, vu que c'est mon médium de prédilection, ben, j'en ai fait une BD. Et moi, je m'étais faisais un stérilet. Et Clément a vu que ça pouvait me faire mal ou quoi. Je pense qu'il a vraiment vu aussi de près ce que ça pouvait faire. Et du coup, de voir que c'était compliqué à supporter pour moi, Clément a proposé à un moment donné, il a dit vu que tous ses copains autour avaient de la contraception masculine, il m'a proposé en fait.
Et on a mis beaucoup de temps à vraiment mettre ça en place parce que bon, il y a plein de choses qui se passent, on oublie et que c'est, enfin, si la contraception est déjà assurée, c'est plutôt facile, on oublie complètement. Et ces derniers mois, on a fait bon, allez, on met ça en place et on s'est donné un petit coup de pied. Dans plein d'entretiens, soit avec des couples, soit avec que des femmes ou des jeunes filles, qui viennent soit sur des questions de contraception, soit sur des tests de grossesse, soit sur des IVG. On présente un peu toutes les méthodes de contraception. Et comme il y a quand même un énorme mouvement sur la contraception naturelle, et du coup énormément de jeunes femmes qui disent « je veux pas d'hormones », et sur le côté naturel, enfin moi à chaque fois je rigole, en disant « il n'y a rien de plus naturel ». Des fois elles sont un peu interloquées en mode oh, « ça va pas le faire ». Et puis d'autres fois, ça les intéresse un peu. On leur donne pareil des petits flyers pour qu'elles puissent les ramener à leurs copains et en discuter. Et très vite, je suis arrivé à l'idée de l'anneau plutôt que les autres qui étaient soit hormonales, soit vasectomie, parce que ça me paraissait être le moins invasif et le plus accessible aussi. La première étape, c'est quand même l'information, raconter un peu les 3 méthodes, les avantages, les inconvénients. Recueillir les antécédents de la personne pour voir s'il y a des contre-indications à l'une ou l'autre des méthodes. Et après, je prescris donc soit une prise de sang pour la testostérone et ou de toute façon un spermogramme initial, c'est-à-dire une analyse du sperme pour vérifier que la fertilité est normale au départ. Voilà, ça c'est un peu un principe de base qu'on s'est donné pour d'une part pouvoir vérifier que toutes ces méthodes sont bien réversibles. Et puis, comme c'est quand même encore des méthodes un petit peu expérimentales, peu connues, pour ne pas se mélanger les pinceaux avec des personnes qui auraient des troubles de la fertilité et pour lesquelles on ne sait pas qu'est-ce qui agit, est-ce que c'est leur problème, est-ce que c'est la contraception qu'on a mise en place, pourquoi ça ne revient pas à la normale, enfin bref, voilà. On essaye de partir de situations simples et physiologiques. Il y a une différence de température entre l'intérieur du corps et l'intérieur des bourses. Et c'est pour ça que les testicules sont dans les bourses à la base. C'est pour que les testicules soient dans des conditions parfaites pour que la production de spermatozoïdes puisse se faire. La méthode thermique, c'est simplement changer la position des testicules en les remontant à l'intérieur du corps suffisamment longtemps pour que la production de spermatozoïdes soit stoppée. Il y a un niveau de fertilité qui a été testé dans les études. C'est un seuil qui a été établi de manière relativement arbitraire, mais bien en dessous des seuils qui sont déjà considérés comme des seuils de stérilité. En dessous de 15 millions, on considère déjà la fertilité comme étant relativement basse. Avec la méthode thermique, le seuil qu'on vise pour la contraception, c'est 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ça veut dire que tant qu'on est en dessous de 1 million, on se considère comme contracepté, et ensuite, plus on est en dessous de ce seuil-là, et plus l'efficacité de la méthode est grande. Il y a aussi des particularités, encore une fois, les canaux, ils sont de plus en plus... Tu me places à côté. Donc en gros, c'est 20 Je m'attends que c'est un peu. Ouais, En fait, l'idée, c'est que tu fasses un aperçu. On fait comme ça. Ok, j'assume que c'est tout. Je crois qu'il est sorti, c'est chaud. Donc ils viennent des fois par eux-mêmes pour prendre de l'info. À ce moment-là, on discute des méthodes. On leur propose des prospectus, des petits flyers d'infos. Et on leur propose très souvent d'aller voir le groupe Testicule qui sont là tous les premiers mercredis du mois en fin de journée en leur disant que c'est un atelier de couture, mais que c'est aussi un lieu où ils peuvent prendre plein d'infos, y compris très pratiques, sur la vraie vie. Je peux faire du vélo, ça tire les poils, enfin toutes ces questions. Et s'ils sont intéressés, on leur fait un dossier médical et on leur donne un rendez-vous avec un médecin ici pour le premier examen et la prescription d'un premier spermogramme. Je pense qu'on reçoit toutes plus d'hommes qui viennent spécifiquement sur cette demande-là. Et après, nous, on en parle, je vous dis, un peu dans tous les espaces où on parle de contraception, et il y en a plein. Et pour que tu aies un journal un peu de ton corps, ouais, ça s'appelle Androtrack. Et donc, moi, je l'ai porté pendant 2 mois et ça m'avait vachement aidé à savoir où j'en étais, quoi. On mesure ça avec un indice. C'est le meilleur, c'est maximal comme l'implant. En fait, il y a eu les 3 grossesses qu'il y a eu pendant le protocole. Ouais, ensemble, je crois que ça, il y en a eu 3. C'était toutes pour des erreurs de port. Donc, mais ça donne en gros autour de 99,7, un truc comme ça. En gros, tu vas apparaître tout de suite la ligne bleue.
Spermatozoïdes, 0,25 millions par millilitre. Vous l'avez fait quand? Le 26 juillet. En fait, si tu regardes anomalie latente, 95%. Anomalie nombre d'éléments atypiques, 100%. Il y a un truc presque physique, assez étrange justement de cette première réaction qui est de dire tu te remontes les couilles quoi. Un anneau quoi. Enfin tu vois, ça fait vraiment. C'est que tu touches au corps, tu touches aux couilles, attention quoi. Enfin, il y a toujours une première phase qui est plus ou moins longue et plus ou moins fatigante à force de rire de la personne à qui t'explique le truc. Mais l'intérêt survient après, tu vois. Et en fait, j'ai appelé ce rire, tu sais, le rire de défense des privilèges. En fait, en se moquant de la chose, on s'empêche de pouvoir s'imaginer pratiquer ça. Et c'est intéressant parce qu'en plus, au bout de 5 minutes, en fait, les gens sont intéressés. C'est-à-dire que l'ouverture d'esprit, je pense qu'elle est là, en fait. Mais au début, c'est vrai que le premier réflexe, moi, je savais même pas qu'un mec, il pouvait se remonter les couilles. Enfin, techniquement, je sais pas mon corps, donc je connais le corps masculin, mais je peux pas en parler, je sais pas ce qu'on peut faire. Moi, le première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est pas dangereux pour la santé, mais parce que ça fait peur. Ah non, mais si ça n'a pas été prouvé par la science, c'est peut-être dangereux pour la santé, nanani. Et en fait, quand t'effeuilles un petit peu tout par quoi est passé la contraception masculine, tu te rends compte des lobbies pharmaceutiques et du corps masculin et du corps féminin aussi, de l'habitude qu'on a là-dedans. Là, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles en fait. Il va y avoir plutôt la tendance pro-scientifique qui va dire non, c'est hyper dangereux de faire ça, on risque un cancer du testicule et tout ça. Il y a tout un débat là-dessus, mais qui penche sur le non, on risque pas de cancer du testicule. Il y a, du fait du manque de formation des médecins, c'est un raccourci qui est vite fait, ça aussi dans les commentaires on le voit. Beaucoup d'urologues qui vont brandir le sujet du cancer des testicules. Il y a une raison à ça en fait. Les enfants qui, en bas âge, n'ont pas les testicules qui descendent naturellement, sont plus exposés à une prévalence forte au risque de cancer du testicule. Ça s'appelle la cryptorchidie naturelle. Cryptorchidie, pour un médecin qui n'a pas spécialement creusé le sujet, ça veut dire cancer du testicule. Sauf que ça n'a rien à voir parce que, d'une part, c'est des personnes adultes qui se remontent les testicules, donc sur un corps qui arrive à maturité. Et d'autre part, la recherche sur la cryptorchidie naturelle semble démontrer assez massivement que la chaleur à laquelle les testicules sont exposés chez les enfants qui ont une cryptorchidie naturelle n'est pas celle qui provoque le cancer des testicules, la prévalence. C'est plutôt des facteurs génétiques. Donc en fait, il n'y a pas un lien de cause à effet évident du tout. On entend beaucoup dans la bouche des médecins le fait que c'est la science et du coup, il y a quelque chose d'indiscutable sur le fait qu'il y a des preuves scientifiques ou il n'y en a pas, ou on sait quelque chose scientifiquement ou pas. Pour beaucoup de médecins, il vaut mieux rester dans une posture de sachant plutôt que d'admettre qu'ils ne savent pas, et le genre au masculin, parce que c'est quand même la majorité. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'expérience de la contraception, vous en avez plein, vous la vivez depuis longtemps, vous pouvez échanger avec elle, parce que même avec la pilule, on bricole, il y a des oublis. Il y a des grossesses sous stérilet, il y a des grossesses sous implant, il y a des capotes qui craquent, et, c'est une prise de risque. Voilà. La façon de pratiquer la méthode de contraception, elle est aussi vachement, elle remet beaucoup la responsabilité sur vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des spermogrammes toutes les 2 semaines. Ça sert pas à grand chose. Par contre, vous serez absolument sûr des résultats, quoi. Enfin, vous êtes sûr que la contraception, ce que vous me direz, c'est hyper représentatif de l'état dans lequel vous êtes de contraception à un moment donné. Par contre, plus vous espacez, moins vous avez de fiabilité. Voilà. Donc ensuite, après, c'est à vous de voir, quoi. Et je pense que l'important, c'est aussi de décider en fonction avec votre partenaire ou vos partenaires, quel est le niveau de risque auquel on a envie de s'exposer. Voilà. Et ça, c'est valable pour la fréquence des spermogrammes, c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable aussi pour le seuil de contraception qu'on a envie de viser. Tout ça, en fait, on peut en discuter et ça remet vachement la question de la contraception et de ce qu'on attend et du risque qu'on a envie de prendre de manière commune dans le couple ensemble. Ce qui change en fait la donne, c'est qu'en fait, quand tu vas faire la démarche médicale de te contracepter ensemble et que tu vois la personne blanche, sans équilibre dans le métro où tu la tiens par le bras et tout, tu te rends compte plus facilement de ce que c'est. Il y avait déjà la démarche de se dire on va se contracepter. Si tu prends un contraceptif, on le fait ensemble. Tout produit médical qui est développé doit démontrer que le bénéfice est supérieur au risque pour un produit.
Et sinon, si elle n'est pas positive, cette balance, on ne va pas poursuivre les recherches. Du point de vue purement physique, il n'y a rien comme avantage pour un mec contracepté. Donc, si on a une irritation de la peau des testicules, c'est déjà un risque supérieur aux bénéfices inexistants. Et c'est ce mécanisme qui a stoppé énormément d'efforts de recherche dans la contraception dite masculine. On parle souvent un peu en rigolant de l'essai clinique qui a été arrêté des pilules masculines parce que les mecs avaient trop d'effets secondaires qui en fait sont hyper comparables à ceux qu'avaient les femmes, voire moindres, en irascibilité, baisse de libido, prise de poids. Et ça a vraiment existé, il y en a eu d'autres. Et en fait, effectivement, c'est parce que quand on prend ces effets secondaires, pour les hommes, on regarde ce qu'il y a en face en bénéfice et on met rien. Et donc, ça pose un immense problème sur le fait de pouvoir avoir des recherches qui aboutissent sur le sujet. Alors que quand on va développer un contraceptif pour les femmes, on met en face fausse couche, grossesse non désirée, ce qui est tout de suite un risque immense. Donc on peut se permettre d'avoir des niveaux de risque de l'ordre des pilules des premières générations qui avaient les risques qu'on connaît. Et aujourd'hui, du coup, il y a tout un mouvement qui parle notamment des États-Unis, qui parle de shared risk, donc de risque partagé, et qui milite pour faire reconnaître le fait que dans un certain nombre de cas dans la recherche scientifique, on ne peut pas considérer les individus isolément. Ça n'a aucun sens. Et typiquement, dans la contraception, ça n'a aucun sens. Puisque la contraception, elle implique forcément une interaction entre deux individus. Dès qu'on fait l'amour, en fait, la première fois, souvent à 15, 16, 17, on va voir la gynéco. Et là, la gynéco propose presque obligatoirement, c'est une proposition, mais c'est presque obligatoire, une contraception. Notre intimité, elle est vachement mise à nu. Enfin, on apprend à se mettre à poil à 14 ans devant une gynéco, à se faire tâter de partout. Et donc, de voir des garçons déplier ça, parce que ça, je m'en rendais pas compte. Je pensais que moi, quand j'étais enfant, que les garçons parlaient d'intimité de leur côté, comme nous. Et en fait, j'ai appris que pas du tout, pas tout le temps. Et peut-être que ça peut permettre un peu ces dialogues-là. À la base, il y avait quand même quelque chose avec la contraception testiculaire thermique qui était lié à un apprentissage que je pouvais avoir de mon propre corps. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est une pratique du corps que ces personnes avaient, qui était autre, qui était beaucoup plus développée de celle que je pouvais avoir à ce moment-là, un rapport aux soins, un rapport à la manière dont mes cycles fonctionnent, dans la manière dont mon corps fonctionne, dans ma fertilité fonctionne. Et du coup, c'est aussi tout un apprentissage de tiens, je vais me responsabiliser sur la manière dont je fonctionne. La manière d'en parler pendant que j'étais en phase pendant les 3 mois où tu attends tes résultats, c'était plutôt d'en parler dans un cercle proche, mais en disant juste voilà, j'essaye, j'en sais pas plus. Mais je sentais que par contre, avec tout ce que je m'étais informé, je pouvais commencer à donner des informations assez précises. Mais par contre, j'avais aucune personne dans mon entourage proche ou loin qui se contraceptait aussi. À l'époque, il n'y avait pas de testicule encore à Marseille. Il n'y avait pas de groupe, donc j'ai demandé un peu, mais je connaissais simplement personne. Mais par contre, j'avais vraiment envie que ça se démocratise et j'avais envie surtout d'apporter les éléments pour moi les plus essentiels pour un garçon qui commence à se contracepter, c'est t'inquiète, tu le sens pas, t'inquiète, tu peux faire l'amour avec, t'inquiète, tu peux pisser avec, t'inquiète, tu peux... Tout ça, j'avais vraiment envie de pouvoir répondre à ces quelques petites questions ou même si toi tu l'entends dans des podcasts, même si tu as des super retours d'articles, il te manque quand même le petit truc qui dit vas-y c'est bon. Malgré tous les freins un peu culturels et informatifs qui bloquent pas mal de gens de le faire, ça reste un moyen de contraception très simple, avec extrêmement peu d'effets secondaires et voilà, en fait qui est totalement réversible, etc. Enfin, en fait ça reste un mode de contraception qui est moins contraignant que la plupart des moyens de contraception féminins en fait, enfin, pour plein de gens.
du coup, tout le truc de dire, et que même certaines meufs ont, de dire ah ouais, mais tu portes l'anneau, mais ça doit faire mal, non? Ah ouais, et tout. En fait, bah, la plupart du temps, c'est pas vrai. Enfin, et du coup, que toute cette héroïsation-là, et ben, ok, bah, si vous voulez héroïser les mecs qui se contraceptent et les personnes à testicules qui se contraceptent, dans ces cas-là, faites la même chose pour toutes les personnes qui se contraceptent, en fait, parce que. Enfin voilà, le nombre de personnes qui portent des dispositifs intra-utérins ou alors qui prennent la pilule alors qu'elles ne le supportent pas, etc. Voilà, il y a personne qui va héroïser cette démarche-là. Mais comme pour moi ça se passait bien, j'y pensais plus quoi. Avec ma copine on n'y pensait plus. Je le portais le matin comme un slip, je l'enlevais le soir et voilà. C'était devenu vraiment un truc qui pour moi était devenu banal assez vite en fait. Je fais ça à ma petite échelle quoi, je prétends pas que parce que je suis contraceptée, tout d'un coup j'ai un capital pro-féministe qui me légitimerait pour, tu vois. Ça c'est une question qui revient souvent dans le milieu, étant féministe, étant pro-féministe, étant militant. De fait oui, parce que l'état des choses est si grave que le simple fait de s'intéresser à sa fertilité et vouloir gérer sa fertilité, c'est aujourd'hui un acte militant. Alors qu'on se bat aussi pour dire non, c'est tout à fait normal de se responsabiliser dans sa sexualité. Et donc l'état des choses est si détérioré, si grave, si déséquilibré que c'est juste que tu rééquilibres un peu la charge. Et ça, dans la plupart des couples, c'est le cas. C'est toujours la femme qui porte la charge contraceptive depuis X années, quoi. La manière dont je le formule pour moi-même, je me vis pas comme un individu en déconstruction, même si du coup j'ai l'impression de plus prendre conscience un peu de tout un tas de problèmes liés au genre et à la charge mentale et d'essayer d'intégrer dans mon mode de vie des changements vis-à-vis de certains comportements que je peux avoir. Donc, ce qui peut s'apparenter à de la déconstruction, mais je le nomme même pas comme ça pour moi-même, pour être honnête. Et j'en parle pas comme ça aux gens. Enfin, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas dire aux gens la contraception testiculaire ça va te permettre de te déconstruire. En fait c'est pas du tout un antidote pour ça, et au contraire ça peut même être parfois utilisé par des personnes masculinistes. Enfin, donc voilà, c'est important aussi de rappeler que ça reste que de la contraception et que ça ne fait pas des personnes qui se contraceptent des héros, et que souvent en fait ces personnes contraceptées peuvent aussi avoir des attitudes oppressives, quoi. Je trouve intéressant de mettre ça en parallèle à la vasectomie dans les pays anglo-saxons, qui est beaucoup plus développée qu'en France, parce que c'est des actes chirurgicaux qui ne sont pas plafonnés, donc c'est en fait les chirurgiens qui se font un beurre monstrueux avec ça, et qui vont eux-mêmes produire leur publicité pour faire en sorte que les hommes viennent se faire stériliser, quoi. Et donc la publicité pour les vasectomies aux États-Unis notamment, c'est soyez un vrai bonhomme, venez vous faire vasectomiser. Et ça joue sur tous les codes virilistes qu'on connaît, quoi. Par exemple, une anecdote que je trouve marrante, c'est le jour où il y a le plus de vasectomies aux États-Unis, c'est le jour de la finale du Super Bowl, parce que les gars, ils y vont entre potes, il y a des tarifs de groupe, et puis en fait, ils se retrouvent face à l'écran de Super Bowl, enfin de football américain, et puis le chirurgien passe de testicule en testicule. Et donc, c'est vraiment l'archétype du bonhomme, voilà. Et donc, est-ce qu'on veut ça? Et pour le coup, il y a un vrai rapport d'égalité entre les vasectomies et ligature des trompes, ce qui est pas mal, tu vois, ou est-ce qu'on cherche par le biais de la contraception à créer une autre société ou à encourager d'autres choses? Ce dont on se rend compte dans les ateliers couture ou les ateliers de parole, de tous les collectifs de France qui travaillent là-dessus, c'est qu'en fait c'est presque souvent un prétexte pour parler des masculinités, des rapports de genre et des rapports de domination patriarcale. Il faut avoir conscience que il y a des relations d'oppression dans la société qui sont invisibilisées la plupart du temps et dont on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, on a certains privilèges en tant que maître, notamment le fait de ne pas devoir se confronter à la responsabilité de la contraception dès l'âge de 15 ans. Pour moi, la grosse révélation, ça a été en fait le récit de la contraception, c'est puisque les femmes peuvent avoir des enfants, c'est à elles de se protéger d'en avoir avec les moyens de contraception, puisqu'elles peuvent le porter. Mais en fait, nous, on est fertile tout le temps. On est fertile 30 jours par mois. Si les hommes se contraceptent, c'est beaucoup plus logique, en fait. C'est beaucoup plus efficace. Et ça, je me suis dit, mais c'est ouf que ça t'ait même pas juste traversé l'esprit. Tu vois, c'était juste
la connaissance du corps imposé aux femmes faisait qu'elles s'en occupaient. Et que quand tu rentres dans une relation avec une femme et que tu es jeune, souvent elle s'en est déjà occupée. En majorité, dans nos ateliers, on accueille des mecs, donc des personnes avec des testicules, mais c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, quoi. C'est que ces personnes ont été travaillées au corps par de longues discussions et de longs mois par des personnes. C'est pas parce qu'elles sont meufs ou qu'elles ont une essence particulièrement éveillée sur ces questions-là, c'est parce qu'en fait, depuis qu'elles ont 13 ans, elles entendent parler de contraception, que c'est une charge pour elles, que machin, et que en fait, c'est un sujet qu'elles vivent dans leur corps. Et du coup, bah oui, forcément, quand elles entendent parler de quelque chose d'autre, et ben, leur discours va être un peu plus incarné que celui d'un mec qui n'a jamais eu à se soucier de cette question-là. J'ai la sensation que ça, de voir des fois des gynécologues femmes, parce que j'ai vu que des femmes, qui disent non, il faut absolument que ce soit toi qui gères ta contraception, il faut que tu sois une femme libre en faisant ça. Enfin, en gros, c'est le sous-texte, hein, mais tout ce discours-là que je comprends tout à fait, parce qu'il y a plein d'amis à moi qui ont été avec des mecs qui n'ont pas été sympas avec elles et où elles ont dû avorter derrière et où là, moi, je leur ai fait la morale un peu, mais il faut que tu aies une contraception. Donc je comprends le discours et en même temps, je le trouve un peu réducteur. Moi, j'ai tellement appris à gérer la contraception que peut-être que c'est plus simple si moi je continue à gérer ça, mais on peut faire ça tout le temps pareil. C'est peut-être plus simple que je gère le ménage ou c'est peut-être plus simple que je gère la cuisine. Enfin, des trucs, on peut toujours trouver plein de sujets où, du coup, on sait mieux les faire parce qu'on a appris à mieux les faire, entre guillemets. Et donc, moi, je sais que je l'ai pensé et je combats cette pensée tout le temps à me dire non, il faut pas que je prenne ça en charge. La prise en charge mentale, tout ça, machin, qu'on peut avoir. Et la déléguer aussi, cette prise en charge mentale. C'est aussi ça pose plein de questions, je trouve, en fait, la contraception masculine. Plus que juste la contraception, ça pose aussi la question de la charge mentale du couple à deux, de ce que tu portes. Et du coup, c'est quand même porter pour un homme quelque chose qui est extrêmement féminin à la base. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2016, où personne autour de moi n'avait entendu parler de slip chauffant ou de slip remonte-couille, de contraception testiculaire, là, à peu près tout le monde aujourd'hui, quand j'en parle, c'est à peu près de quoi il s'agit quand on parle de slip chauffant. On ne connaît pas la méthode sur le bout des doigts, mais c'est qu'il existe des slips qui contraceptent les hommes, quoi. Donc ça a bougé. Après, est-ce qu'il y a plus d'utilisateurs? Certes, un peu, mais on n'est pas dans un raz-de-marée. On est encore hyper loin de l'équité contraceptive. Clairement, de plus en plus de monde, et effectivement, la population est très jeune, hein, c'est quand même plutôt autour de 20-25 ans, entre 20 et 30 ans, quoi, clairement. Avec vraiment des personnes assez jeunes, hein. Moi, j'en ai qui viennent à 18 ans, 18-19, super motivés, c'est chouette. Voilà. Enfin, c'est quand même beaucoup des jeunes. J'ai eu récemment une personne de plus de 40 ans, c'est quand même assez rare. Parce que le gros frein, en fait, c'est les mecs qui ne veulent pas se soucier de ça. En fait, c'est assez marrant de voir qu'effectivement, il y a beaucoup d'anneaux qui ont été vendus. Il y a un intérêt médiatique hyper fort. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Moi, en 2016, quand j'ai commencé à en parler aux médias, c'était un sujet de blague. Aujourd'hui, les médias s'intéressent vraiment au sujet et ont compris toute la portée politique de la contraception masculine. Donc là, il y a un changement réel. Après, dans les pratiques, pas encore, quoi. Mais je pense que ça demande des années et des années, quoi. Et puis, il faut aussi passer par l'éducation et diversifier les supports qui en parlent. Donc BD, musique, théâtre. Alors, il y a 3 BD qui traitent de la contraception dite masculine. Donc, il y a effectivement Les Contraceptés, il y a Le Cœur des Aubes et il y a L'Homme sous pilule. Il y a aussi une pièce de théâtre qui a été jouée sur la remontée testiculaire. Il y a un jeu de cartes qui va sortir, des expos photos. Enfin, il y a au moins 3 photographes qui bossent sur le sujet. Il y a une couturière. Enfin, ça bouge beaucoup, quoi. C'est un sujet hyper stimulant artistiquement. Mais parce que ça joue aussi au-delà de la contraception, et c'est ce que j'aime bien dans ce sujet-là, c'est que ça joue aussi sur toute la construction de la masculinité et de la virilité de l'homme contemporain, quoi. Donc forcément, quand tu parles de testicules, tu parles de ce qu'est l'homme aujourd'hui et tu parles de l'état du monde, quoi, en gros. C'est là aussi où la méthode elle est intéressante, c'est qu'elle remet beaucoup la responsabilité sur nous, parce que c'est une des seules méthodes de contraception qu'on peut pratiquer en quasi-autonomie. C'est pour ça que j'ai appelé le projet
que je fais autoco. Ça qui m'intéresse, c'est de remettre un peu de l'autonomie dans la manière dont on gère notre contraception. Je veux dire, on peut fabriquer ses propres anneaux, c'est quand même trop stylé. Faire ses jockstraps en quelques heures de couture, c'est incroyable. Genre jamais on va vous dire demain on fait atelier pilule ou stérilet, quoi. Enfin, c'est quand même sympa de pouvoir se poser ces questions-là ensemble et de pouvoir voir que même si les études ne sont pas encore là, eh ben, on a déjà grave les moyens d'agir, en fait, de se faire les outils pour pratiquer la contraception et d'être un peu intelligent pour essayer de le faire de manière safe, de partager l'info, de faire de l'éducation populaire, etc. Sachant que le violet, ça peut très bien. Il y a ce violet-là, qui est un peu particulier. Et on peut aussi grave le rehausser en mettant genre un peu de rose, un peu de bleu. C'est déjà on les met. Ouais, t'as raison. C'est trop. Un peu de doré avec le bleu, j'espère que ça vous va. Sinon du rose. Ah ou sinon un peu nacre. Ah ouais, ça c'est pas mal. Pas mal, ça. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas mis assez, tu vois, genre comparé aux autres vlogs qui sont super intenses. Après, c'est vrai qu'il est joli un peu en mode bus comme ça, mais Ça peut être intéressant justement ce côté un peu transparent. transparent, ouais. Je sais pas, je mets des paillettes. On a un objectif global qui est en gros de partager notre pratique contraceptive, de rencontrer des gens qui ont envie de le faire ou qui le font déjà et de partager nous ce qu'on vit, ce qu'on peut savoir, est-ce qu'eux ils savent ou est-ce qu'ils savent pas. D'apprendre à faire des trucs aussi, genre à travers un jockstrap. En gros, ça va autour de ça. La raison d'être de la coopérative, c'est vraiment de parvenir à la certification CE. La certification CE, c'est une certification que tous les produits vendus dans l'Union européenne ont. C'est les petites lettres CE un peu étirées qu'on voit sur un paquet de cookies ou n'importe quoi, et qui, en fonction des catégories de produits, sont plus ou moins complexes à obtenir. Ça répond à tout un processus de vérification qui est très long et coûteux et qui passe par tout un volet administratif, on va dire, et réglementaire, et tout un volet clinique. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent du point de vue technologique. Du point de vue de l'usage, il y a aussi beaucoup de choses, mais ça vous l'avez entendu d'autres personnes, donc des milliers de personnes en France en tout cas qui utilisent des méthodes thermiques. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout, c'est des moyens légaux. Faire la promotion du point de vue médical, vendre ou distribuer ces produits de santé, c'est impossible. Et on sait aussi que tout le monde n'y viendra pas en allant faire un atelier de couture. Mais c'est vrai que ça prend du temps, et c'est aussi un questionnement. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même 2-3 ans, j'en entends parler, quoi. 2 ans peut-être. C'est fou. Avec du recul, j'ai mis vachement de temps à faire les démarches, quoi. Et même au moment où on l'a décidé de le faire, j'ai pris une bonne semaine. J'ai encore une semaine. Au moins que les garçons soient confrontés une première fois pour démystifier, pour se rendre compte que c'est normal en fait. Au moins un spermogramme. C'est fou que tu peux passer 40 ans en tant qu'homme sans avoir une seule fois une question sur ta sexualité, quoi. Quand j'ai senti des difficultés au début dans ma démarche, que j'ai galéré à trouver des rendez-vous, que je me suis senti un peu ostracisé, j'ai tout de suite eu une pensée qui me disait « Ouais, il y a des hommes, ça va les décourager ». Paradoxalement, ça commence à peine, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit très carré et très efficace pour que les hommes qui fassent la démarche, ceux qui veulent y aller vite, ils puissent y aller et qu'ils n'aient pas de frustration. Je sais que c'est bizarre de dire ça parce que pour les femmes, c'est compliqué à plein d'endroits et tout ça, mais je me dis si vraiment on veut être tactique et stratégique, il faut que les hommes, une fois qu'ils soient lancés, ils ne se perdent pas en route. Mais c'est sûr qu'à Marseille, en tout cas, il y a une demande parce que je pense qu'il y a une population qui est jeune, qui est assez militante sur ce genre de questions. Enfin, c'est quand même une ville où il y a où ça bouge pas mal sur ces questions-là. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans ce milieu-là, qu'on a aussi des gens qui ne sont pas contents de nous voir faire ça, quoi, et qui s'opposent à ce qu'on fait, quoi. Et ça, on l'oublie un peu trop, et voilà, on n'a pas que des amis. Et ça, tu peux vite l'oublier quand tu es dans le réseau militant et un peu quand tu parles avec des gens qui sont des milieux assez proches des tiens. Sur les réseaux, par contre, là, tu fais face à tout le monde et il y a vraiment des gens qui sont opposés au fait qu'on questionne la virilité, quoi, et les masculinités. En fait, il y a des questions à la fois sociétales de responsabilité individuelle, mais il y a aussi des questions beaucoup plus générales de construction sociale, de sexisme, de choses qui sont vraiment intégrées dans l'ADN le plus profond de la société et qui peinent un peu à changer sur le temps court, et donc ça demande vraiment un travail de longue haleine, quoi. On nous renvoie constamment à
à l'absence de preuves scientifiques ou ou l'absence ou l'insuffisance des preuves scientifiques existantes. Donc il y a beaucoup de détracteurs, détractrices légitimement, notamment de la contraception thermique, qui vont nous dire qu'on ne sait pas, et donc que par principe de précaution, surtout dans le corps des médecins qui sont tenus quand même d'avoir ce principe de précaution dans leur manière de fonctionner, beaucoup vont se cantonner à cette réponse. On ne connaît pas, donc on ne peut pas prescrire ou conseiller. Il y a quand même une formation qui est faite par la SALF, la Société d'andrologie, qui fait une formation d'une journée que moi j'avais faite donc en 2019 ou 2018, qui concerne la contraception testiculaire, les 3 grandes lignes de méthode, et c'était donc le professeur Mieuxet qui était venu expliquer son slip, le professeur Soufir qui expliquait la méthode par testostérone, et puis un neurologue qui était venu expliquer la vasectomie. Voilà. Par contre, il y avait des limites qui étaient clairement énoncées, et par exemple, il ne parlait pas de l'anneau, qui était déjà sur le marché, mais qui était déjà un peu limite, et qui a été carrément retiré après. Donc là, ils n'en parlaient pas, pour eux, c'était vraiment quelque chose de très marginal. Alors qu'en fait, maintenant, c'est vraiment le truc qui est le plus demandé. Ouais. Même si ça reste évidemment largement marginal, mais on a quand même des milliers d'usagers avec des études avec presque 1000 répondants, des études scientifiques. On a beaucoup de jeunes médecins qui s'intéressent au sujet. On a, par exemple, là, sur les 3 dernières années, il y a presque 30 sujets de thèse de médecine qui sortent sur le sujet, alors que dans les 20 dernières années avant, il y en avait 3. Ça renforce l'idée que cette appétence, elle rencontre pour l'instant un peu un vide du point de vue institution ou aussi du privé qui pourrait s'emparer du sujet, puisque chez nous, en fait, on a un système de santé publique, mais on a un système de production de dispositifs médicaux et de médicaments privés. C'est quand même pas nous qui choisissons quels médicaments et quels produits de santé arrivent sur le marché. C'est des entreprises capitalistes dont les logiques sont des logiques de rentabilité avant d'être des logiques de santé des gens. Alors moi, je suis dans un groupe de médecins autour du planning familial, justement. Il y a eu une réunion à laquelle je suis allée, où le planning national a regroupé tous les médecins qui étaient intéressés par la question, qui prescrivaient, pour échanger sur nos pratiques. Voilà. Et puis c'est un groupe où on échange des questions techniques, des interrogations, des comment tu fais, voilà, sur des situations un peu limites, comment les autres fonctionnent. Moi, j'ai fait le choix de rentrer dans ce projet parce que, même si politiquement, je me sens plus proche des collectifs ou de certains collectifs dans leur manière de penser le monde ou l'évolution des choses, je pense aussi qu'on ne peut pas attendre que les mecs viendront coudre leur slip ou faire des ateliers de moulage arc-en-ciel. En fait, oui, il y en a qui sont là et qui le font. Et il y a un espace qui existe, qui est important et qui doit persister. Déjà, ne serait-ce que parce que notre projet n'a pas du tout toutes les chances de réussir et qu'on aura besoin qu'il y ait une relève quand nous, on aura échoué, qui sera pirate, malheureusement. Mais au-delà de ça, en fait, si on veut toucher le grand public, il va falloir aussi qu'il y ait des solutions massives. Et on a besoin que les pharmacies aient des anneaux. On a besoin de travailler avec les médecins, en fait. Et donc, il y en a qui vont se battre en disant, nous, on ne veut pas chercher forcément à légaliser la contraception testiculaire, on ne veut pas chercher à la médicaliser et à faire en sorte que tu trouves un anneau à la vente dans une pharmacie ou dans un supermarché. Nous, ce qu'on veut, c'est abattre le patriarcat, quoi. Et pendant que d'autres disent, oui, mais non, mais certes, très bien, mais il y a une urgence aujourd'hui qui est l'équité contraceptive. Donc en fait, on doit jouer de tous les leviers pour qu'on trouve des anneaux en pharmacie, on trouve des anneaux en supermarché, et puis que tous les médecins de France puissent nous prescrire la contraception testiculaire thermique. Et c'est un vrai sujet aussi, hein. Donc là, il y a un peu une opposition parce qu'il y en a vraiment qui vont se fermer à la médicalisation du process, de peur de se voir déposséder des savoirs qu'on a acquis depuis des années et de l'autodétermination de notre corps. Et d'autres qui disent non, mais en fait, la lutte importante, c'est de partager la charge contraceptive. Notamment dans les collectifs, il y a des réticences au fait que des projets comme celui de Thorem et Landroswitch aboutissent parce que c'est un projet commercial qui signifie en fait tarifer et vendre des dispositifs de contraception. Et en fait, il y a un fort soupçon que tout cet élan-là, il aille
vers une mercantilisation de ce qui est d'abord une lutte, parce que ça a toujours été une lutte et plutôt des milieux anarchistes au départ. Et donc aussi le fait de coopérer avec l'institution médicale, ça ne plaît pas à tout le monde. Peut-être pas des mois ou des années de pratique, mais en tout cas qui arrivent et qui ont déjà acheté par exemple l'anneau, qui l'ont déjà porté et qui viennent pour qu'on prescrive les spermogrammes de contrôle. Parce qu'ils savent que quand même sans spermogramme, ils ne sont pas sûrs d'être efficaces. Après, voilà, moi dans ces cas-là, ce qui m'embête un peu, c'est juste qu'on n'ait pas le spermogramme initial pour être sûr qu'on est dans les clous. Enfin, après, encore une fois, moi, je considère que j'ai en face de moi des personnes majeures informées. En tout cas, je les informe dans ce sens. Et bon, s'ils ont commencé tout seuls, c'est déjà bien de venir pour le suivi. On n'a pas le spermogramme initial, c'est pas dramatique. Hein. Le tout, c'est que la contraception soit bien comprise, que les enjeux soient bien compris et qu'on soit efficace. Il y a un travail aussi à faire pour faire en sorte que, je pense, que les collectifs ou tous les acteurs qui existent de l'écosystème soient reconnus à leur juste place et puissent perdurer, que les plannings familiaux, par exemple, soient équipés de moyens et que ce soit financier ou du savoir aussi pour le faire, que les collectifs puissent continuer à informer et à avoir un rôle prépondérant quand ces sujets-là deviendront, j'espère, plus populaires, plus grand public. Nous, on travaille sur le volet purement scientifique et matériel il faut des dispositifs, mais s'il vous plaît, financez aussi la sensibilisation qui est nécessaire. Et il y a déjà des structures qui existent et qui peuvent faire ça bien. On n'est pas non plus chacun un peu dans notre bulle, on communique entre nous, on communique des savoir-faire, des modes d'organisation, des expériences, parce que pour certains on navigue à vue sur des choses et en fait il y en a qui ont déjà fait à quelques centaines de kilomètres de là les mêmes expériences et qui les ont développées. Donc il y a des coordinations nationales qui se développent. Il y a aussi le développement de la présence sur les réseaux, de la présence médiatique. Pour nous, c'est important en fait de jouer sur plusieurs tableaux parce que c'est quelque chose qui se transmet un peu de bouche à oreille, mais c'est important de porter ce sujet-là, c'est-à-dire un partage juste des charges contraceptives et la libre disposition de son corps, la libre information sur les moyens de disposer de son corps, etc. Et de réfléchir à la meilleure méthode en sachant qu'à deux, on a du coup 3 fois plus de méthodes différentes à essayer. Que si ça marche pas pour lui, il y en a pour moi qui peuvent essayer marcher. Et si ça marche pas pour moi, on peut choisir et chercher ensemble à qu'est-ce qui est le mieux en fait pour l'autre et pour l'ensemble, quoi. Je trouve ça intéressant de se dire que on peut se contracepter comme on est. C'est-à-dire, si vous avez envie de parler, d'aller dans des groupes, de lier ça à une démarche vraiment militante, d'en profiter en fait pour s'ouvrir à plein d'autres choses que la question de la contraception, allez-y. Mais qu'aussi, si vous avez envie de le faire dans une manière un peu comme moi je l'ai fait, très intime et dans une logique juste presque de banalité de le faire parce que ça peut se faire simplement et ça peut se faire presque dans presque une insouciance pour certains, quoi. Dans ce microcosme quand même hyper marginalisé du monde médical et du monde tout court, il y a quand même un peu d'argent, mais souvent il va à des projets de recherche médicamenteux, souvent à base d'hormones comme la testostérone, et pour la simple et bonne raison que ça, c'est rentable, et qu'à la fin il y aura de l'argent. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a des voies pour faire baisser le seuil contraceptif venant de personnes qui défendent certaines méthodes, notamment médicamenteuses, qui pourraient permettre d'avoir plus d'efficacité. Et ces personnes-là, ça les arrangerait que le seuil soit baissé parce que ça rendrait leur méthode efficace et ça évacuerait par exemple la thermique qui a une moindre efficacité. Alors que pourtant, a priori, ça marche. C'est toujours en fait, il n'y a pas d'absolu, il y a juste des décisions politiques là-dessus. Si on arrive à convaincre les mecs qu'il faudrait qu'ils prennent une pilule, mais que comme on est dans une société d'individus isolés, il faut que les meufs en prennent aussi, là on double les ventes. Donc c'est super. Alors que si on fait un projet avec des anneaux thermiques qui se dégradent très lentement, qu'on n'achète qu'une seule fois, et qui ont pour but de faire s'autonomiser les gens sur la contraception par des méthodes non hormonales, là on fait moins de thunes. Je ne pense pas que l'industrie pharmaceutique soit le fer de lance du progressisme. C'est pas eux qui feront le changement, mais par contre, quand ils estimeront qu'il y a un marché, ils iront.
Et il faut aussi noter que les hommes ne descendent pas beaucoup dans la rue pour réclamer leur droit à la contraception. C'est aussi des recherches de longue haleine. Donc la pilule dans 2 ans, on peut l'attendre. Ouais. Non, mais c'est un peu. Mais également, quand même, là, on travaille ici. Je suis pas sûr que c'est sûr, mais après, pas vraiment, c'est juste que tu trouves les petits bulles là. C'était. Ouais, c'est bon. Ah, ok, ça va. Mais en fait, les gants, ça aide tellement que. Genre, vraiment, ça change grave la donne.